Alors ça, c'est un sujet extraordinairement On s'était déjà rencontré plusieurs fois à ce d'actualité. sujet. Voilà, ouais. Aujourd'hui, voilà, on a peut-être la synthèse, c'est 20 ans après. On avait fait une réunion avec Alain il y a à peu près 10 ans. Hein. Rendez-vous dans 20 ans. Voilà. Moi j'avais fait pour, toi tu avais fait contre, il me semble. C'était rigolo. Bon, l'Exvix, c'est un. Je vais me remettre un petit peu dans le champ là. C'est un dispositif médical. Voilà. Un dispositif médical qui utilise un procédé biochimique que je vais décrire. Et au départ, c'est toujours un dispositif médical pour la détection des tumeurs de vessie. Hein, c'est marqué comme ça, je vais revenir sur l'intitulé exact de la FDA. Et c'est un produit, un dispositif médical qui a suivi déjà plusieurs utilisations de l'ALA, qui était l'acide aminolevulinique acide, qui avait les mêmes fonctions, c'est-à-dire l'accumulation des porphyrines dans la cellule cancéreuse pour la rendre fluorescente. Donc ça, c'est un petit peu la transformation, on va dire, la modernisation d'un vieux procédé de fluorescence qui existait déjà il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on est 20 ans après la première utilisation de l'Exvix et que je vais décrire. Alors donc, l'Exvix, c'est hexaminolévulinate. Hein, comparativement à l'ALA qu'on avait avant, il y a un noyau exil qui a été rajouté. Et comme vous le savez tous, le noyau exil, ça permet une meilleure perméabilité, une augmentation de la biodisponibilité de ce produit, notamment à la surface des cellules cancéreuses qui ne sont pas, je ne sais pas si vous avez, mais les tumeurs de vessie, les cellules cancéreuses de vessie, n'ont pas les cellules à ombrelle au-dessus d'elles. Et donc, il y a beaucoup de produits qui peuvent passer comme ça, dont la chimiothérapie d'ailleurs, grâce à ça. Ça augmente la visibilité des cellules cancéreuses, et donc des tumeurs, par fluorescence. Je vais revenir là-dessus. Ça augmente la visibilité des tumeurs qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les tumeurs qui sont planes, de par la spécificité de ce produit dans la cellule cancéreuse. Et les hypothèses, finalement, qui ont été faites au début de ce développement, ça a été de dire, eh bien, sur l'efficacité, c'est-à-dire si on donne un outil aux urologues de fluorescence, ils vont mieux voir les tumeurs, voilà, comme si avant, on ne les voyait pas très bien. Hein. Et donc, si je vois mieux les tumeurs, je les retire mieux et je vais limiter les récidives précoces. Hein, ça aussi, ça mérite un petit commentaire d'ailleurs. Et puis, d'autre part, je vais améliorer l'efficience de nos résections, c'est-à-dire je vais diminuer le coût et augmenter l'efficacité, et donc avoir un service rendu sur l'assurance maladie pour notre pays, par exemple. Le parcours du développement de ce produit, de manière très surprenante, il a été extrêmement rapide. Et on va revenir là-dessus aussi, il y a quelques raisons pour cela. Très rapide entre la mise à disposition et l'autorisation de la FDA, enfin, par rapport aux autres dispositifs médicaux. Il y a eu un engouement immédiat pour les sociétés savantes qui, effectivement, n'avaient pas travaillé sur le sujet depuis des années et qui se sont retrouvées avec la possibilité de faire des études, avec des entreprises de pharma qui ont bien suivi l'affaire. Et puis, très rapidement, l'inscription dans les guidelines, qui ont finalement un petit peu gêné l'utilisation et la compréhension de ce produit. Les recommandations de la FDA, et plutôt les recommandations au moment de l'enregistrement de ce produit en 2010, c'était d'abord de donner une classe à ce produit. C'est un agent photosensibilateur des cellules malignes. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Hein, je ne vais pas vous donner la liste, mais il y en a à peu près une quinzaine qui sont disponibles. L'indication retenue par la FDA, c'est pour l'identification des tumeurs de vessie suspectes de malignité. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir fait une cystoscopie avant. Et que si vous utilisez ce produit pour les tumeurs de l'œsophage, ben vous avez perdu. La limitation, ça ne remplace pas les biopsies randomisées. Et ça, il faut bien en avoir conscience pour faire le vrai diagnostic d'un carcinome in situ. Il faut quand même prendre le temps de faire des biopsies randomisées. C'est bien sûr aidé par la fluorescence, mais voilà. Et puis, il y a une notion qui est intéressante. C'est une petite note de la FDA qui fait mal. C'est pas renouvelable, c'est-à-dire on ne peut pas non plus emmener un patient parce qu'on a oublié une tumeur. Par exemple, on ne peut pas faire pour la FDA, en tout cas aux US, pourtant on peut le faire en Europe. Vous ne pouvez pas faire un premier look avec l'Exvix et puis de dire après, le deuxième look avec l'Exvix, l'assurance, ça ne passe pas. Okay, donc il va falloir choisir le meilleur moment de faire l'Exvix parce qu'il y a des problèmes de coût et de remboursement. Contre-indication, bon, c'est les porphyries, maturie macroscopique parce qu'on ne voit rien. La BCG de moins de 90 jours parce qu'on ne voit rien non plus et qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui peuvent accumuler de la porphyrine. Et puis les réactions allergiques, moi j'en ai pas vu, mais
il semble que ça existe quand même. Alors il y a un problème avec les femmes enceintes, il n'y en a pas beaucoup qui ont des tumeurs de vessie. Donc voilà. Alors c'est un concept qui est assez simple sur le plan moléculaire. Je vais revenir sur la physiologie de la respiration cellulaire que vous connaissez tous par cœur. Je vous rappelle que la chaîne du mévalunate acide, c'est l'utilisation du 5-ALA qui est un produit cellulaire classique qui va être transformé en porphyrine 9. Et c'est cette porphyrine qui est inclue dans le noyau de l'hème pour transformer l'oxygène. On enferme l'oxygène, qui est un dimère. On pourrait enfermer de l'azote aussi, ce serait pareil. Et puis finalement, c'est comme ça que la cellule respire. La cellule cancéreuse ne respire pas du tout pareil. La plupart des cellules cancéreuses, et notamment les cellules du carcinome urothélial, n'ont pas la possibilité de respirer avec l'hème. Ils ont une autre voie de respiration, qui est une respiration anaérobique. C'est normal, parce qu'au début, une cellule cancéreuse, pour qu'elle se développe et qu'elle se multiplie, il n'y a pas de vaisseau, il va bien falloir qu'elle survive tout seule. Donc elle n'a pas ça, elle n'a pas besoin de ça. Et finalement, quand on donne du 5-ALA ou de l'exil aminolévulinate, eh bien ça va accumuler dans la cellule cancéreuse les photoporphyrines, et comme vous le savez tous, les photoporphyrines sont chémosensibles, sont sensibles à la lumière, notamment par des ondes bleues, à 405 environ nanomètres. Quand on excite les porphyrines à 405, on a une image fluorescente, qui est à 635, qui est rouge. Et là, si vous avez un exemple ici, là, un petit papillome qui, hop, avec le système en bleu, en lumière bleue, donne une émission en rouge, classique. Voilà comment ça marche. Alors bien, ça ne marche pas tout seul, il faut une colonne, et c'est là aussi qu'un des problèmes de cette technologie, c'est qu'il faut investir dans du matériel, il ne faut pas uniquement acheter le produit, il faut investir dans une colonne spéciale qui va avoir une lumière. Donc pour générer de la lumière bleue, il faut un générateur de lumière particulier. Aujourd'hui, il y a des générateurs de lumière qui sont bien plus puissants et qui permettent d'avoir de meilleures images. Peut-être on pourra revenir là-dessus. Et puis un système qui reçoit l'information lumineuse, c'est-à-dire un système avec une caméra spéciale qui va recevoir pour bien voir la fluorescence en rouge. Voilà comment ça fonctionne. Très rapidement, en 2004, vous voyez, pratiquement 20 ans, il y a eu les premières études qui sont sorties, d'abord en Europe, parce que c'était un produit européen, finlandais, et puis après aux États-Unis. Alors en Europe, il y a eu 211 patients qui ont été inclus dans des études qui sont le patient et son propre témoin. C'est-à-dire que l'opérateur, il commence par la lumière blanche, il met la lumière bleue et il note le nombre de lésions en plus. Voilà. Et finalement, le résultat, c'est qui ne sont pas des études randomisées, mais qui sont des études de phase 3, puisqu'elles sont comparatives aussi. Et ce sont des patients consentants, bien sûr, a montré que le nombre de patients avec au moins une tumeur supplémentaire par rapport au système en lumière blanche était supérieur. Là, vous avez une idée de la supériorité de ce produit. Donc 20% de plus de patients qui avaient une tumeur en plus. Ils avaient tous une tumeur de vessie quand même. Mais bon, voilà, on compte plus de tumeurs. Et puis un taux de détection global, c'est quand vous rapportez le nombre de lésions observées en lumière bleue par rapport au nombre de lumière bleue plus lumière blanche, eh bien un taux de dépistage de chaque lésion qui est augmenté jusqu'à 96%. Deuxièmement, donc dans la suite, il y a une étude américaine qui montre globalement la même chose, avec des chiffres qui sont similaires, et puis toujours pareil, un taux de détection qui passe de 80% à 95%, et quand on voit un chiffre important qui apparaît de ces études, c'est l'intérêt qu'on pourrait avoir cette technologie pour le CIS. Tout de suite, on a vu que le nombre de patients qui avaient un CIS augmentait en utilisant la lumière bleue, et c'est très important de savoir si une tumeur est associée à du carcinome in situ ou pas, comme vous le savez tous. Alors, les méta-analyses qui ont été faites sur des études non randomisées pour la plupart, il y a 3 études randomisées quand même, et la première méta-analyse que j'ai retenue, parce qu'il y en a eu plusieurs, confirme eh bien, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pour un avantage en termes de détection de tumeurs, de nombre de lésions, et en termes de patients avec plus d'une lésion, une lésion supplémentaire détectée par la lumière bleue. Pareil pour le CIS, donc toutes les études
globalement rétrospectives, était positive. Et donc, en plus, avec ces 3 études qui étaient des études randomisées, eh bien, ces études avaient montré un avantage pour ce qui concerne la survie sans récidive, même si cet avantage, il est quand même pas très important. Mais bon, on a considéré que c'était super génial et qu'on pouvait avancer de sorte que tous les urologues puissent utiliser cette technologie. Alors au début, en 2014, il y a eu le grand hurrah de toutes les sociétés savantes pour dire que, effectivement, cette technologie permettait de guider, je vais prendre celle de l'EAU, c'est plus simple, permettait de guider la résection transurétrale, aidait très certainement au diagnostic de CIS, hein, et voilà. Globalement, c'est ce qui a été retenu, ça c'est les recommandations, bien sûr, qui sont différentes des différentes conférences de consensus, hein, qui ont donné chacune leur avis sur l'intérêt de cette technologie. Donc, augmentation du CIS. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'étude Nimbus, qui est une étude qui comparait les différents cycles de BCG. Et on a dû interrompre cette étude parce que en Allemagne, comme ils utilisent beaucoup l'Exvix, eh bien, ils avaient un taux de CIS beaucoup plus important. Et donc, on a dû arrêter l'étude parce que, alors qu'on avait de très bons résultats avec des cycles courts de BCG, en Allemagne, en utilisant les cycles courts de BCG, ils avaient quand même encore beaucoup de CIS. Parce qu'eux, ils le détectaient, alors que nous, on le détecte très mal, en fait. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que ça peut donner dans l'incidence du CIS et sa reconnaissance. Alors, en 2022, il y a une étude randomisée qui est hyper sérieuse, qui a été commandée par le gouvernement anglais, pour savoir si vraiment l'Exvix devait être inclus dans toutes les recommandations et devait être utilisé pour tous les patients. Et là, effectivement, ça a été un peu plus difficile pour montrer la supériorité de l'utilisation de cette technologie. C'est une étude randomisée sur 538 patients. Il y a 112 exclus parce que c'est comme en intention de traiter, il y a des patients qui n'ont pas eu, pour le suivi c'était compliqué parce qu'ils avaient une cystectomie précoce ou bien parce que simplement il n'y a pas de cancer sur la pièce. Voilà. Et donc, les résultats, ils étaient un petit peu moins bien quand même, puisque avec cette étude, on a du mal à voir la différence en termes d'utilité vis-à-vis de la récidive. Hein. Et c'était pareil aussi pour le CIS. On aurait pu se dire, eh bien, avec le CIS, on va avoir mieux. Mais non, en fait, c'est toujours pareil. Et ça, c'est pour ce qui concerne la survie sans progression. Voilà. Donc, c'est un petit peu la douche froide. Je remets mon petit dessin généré par ChatGPT. Et finalement, les guidelines qui ont été réédités par l'EAU cette année sont un petit peu plus frileuses sur la recommandation du photodynamic diagnostic. Là, aujourd'hui, on passe d'une recommandation modérée à la UA, par exemple, à une recommandation faible. Voilà. Alors, bon, c'est toujours embêtant parce que on a beaucoup investi dans cette technologie. Et on peut revenir un petit peu sur le parcours assez rapide, peut-être même un petit peu trop rapide du développement et de l'acceptabilité, de l'acceptance finalement de cet outil. Et je vous rappelle ici, peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, ça c'est tout ce qu'on doit valider quand on fait du développement et quand on veut introduire un système sur le marché. Il y a des tests qui doivent être faits. Et quand on regarde l'histoire d'Exvix, on n'a pas l'impression que tous les tests et surtout le temps donné à faire ces tests ont été suffisamment poussés. On aurait pu, si on avait suivi vraiment un parcours de développement un peu plus sophistiqué, je pense, améliorer l'image qu'on a de l'utilité de ce système. En particulier, on peut tous en débattre après, puisqu'on a tous utilisé ce système, c'était surtout sur, non pas l'acceptabilité des urologues, parce que ça a été très facile, mais c'est surtout ce qui est nécessaire d'avoir sur le plan de l'infrastructure. C'est un système qui est très dépendant de la machine qu'on utilise. Et finalement, et aussi un autre, sur le plan des tests, vraiment, dès le départ, on aurait peut-être gagné du temps si on avait fait les études qu'il fallait dès le départ. Non, ça concerne beaucoup de médicaments et beaucoup de systèmes. Alors, l'utilité, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain?
Non, je pense que, et ça c'est un avis tout à fait personnel, quand est-ce et pour qui on doit garder l'utilisation de l'exVix, eh bien, c'est plutôt, à mon avis, pour des tumeurs qui sont d'emblée multifocales, où on se dit au diagnostic en consultation, oulala, il va y en avoir un petit peu partout. Et c'est vrai que quand on fait une résection en fluorescence et qu'il y a des petites tumeurs partout, ben, on aime bien utiliser ça pour être le plus exhaustif possible, même si on sait pertinemment qu'il va en rester. Il y a une indication qui me semble peut-être plus intéressante, qui est aussi le deuxième look des cancers PT1 ou des PTA de haut grade qui sont étendus, parce que le diagnostic de CIS de la muqueuse périphérique va vraiment changer le pronostic du patient et doit nous orienter vers des traitements beaucoup plus agressifs, notamment les schémas de BCG qui doivent être, je vous le répète, en cas de CIS, doublés, ce qu'on ne sait pas, souvent on oublie de faire 2 fois des inductions quand il y a du CIS, parce que c'est une étude randomisée qui a montré qu'il y avait un avantage à le faire pour traiter le CIS. Donc c'est intéressant d'avoir le diagnostic de CIS et donc d'aller vers ce qu'on fait, je pense, de moins en moins pour tous, les biopsies multiples. Voilà. Enfin, quel est le futur de cette technologie? Parce que ça reste une technologie, même si elle prête à... Les résultats cliniques sont un petit peu confus. Je pense qu'il va y avoir des progrès qui vont être faits dans un avenir proche sur d'abord la fiabilité du matériel. Je sais, j'ai entendu qu'il y avait de nouvelles colonnes avec des nouveaux systèmes de lumière qui vont certainement améliorer la qualité de visualisation et l'utilisation de ce matériel. Il va y avoir, je pense et j'espère, une meilleure prise en charge sur le plan de la recherche pour savoir comment est-ce qu'on peut intégrer cette technologie et surtout dans quelle partie de l'algorithme de décision de prise en charge du tumeur de vessie on va la mettre. J'ose espérer que si on fait les choses de manière intelligente, on puisse définir vraiment la place de l'exVix dans la prise en charge. Et puis il y a des développements futurs. Vous avez la possibilité, et c'est assez exceptionnel dans un cancer, d'avoir un polype que vous pouvez allumer. Vous imaginez, on peut allumer comme ça une tumeur. Imaginez que qu'en consultation, on mette une sonde dans la vessie qui fonctionne avec une petite caméra qui est capable d'avoir une vision globulaire de la vessie, et que ce soit non pas l'œil humain qui enregistre la fluorescence, mais une machine, un compteur, ou même un logiciel d'imagerie qui puisse reporter toutes les zones de fluorescence et donc faire un diagnostic beaucoup plus précis. Et donc ça, je pense que c'est aussi un des développements que Photocure a dans son pipeline, je l'espère. Voilà. Très bien, j'ai terminé. Je vous remercie.